C'est donc la question à laquelle il va falloir répondre. Comment sortir de la crise politique et budgétaire? Pour y répondre, autour de la table, 3 députés nous font l'honneur d'être ici. Delphine Lingemann, députée MoDem de la 4e circonscription du Puy-de-Dôme, bonjour. Bonjour. Également en face de vous, donc Christine Pires-Beaune, députée socialiste de la 2e circonscription du Puy-de-Dôme, bonjour. Bonjour. Et puis Yannick Monet, député communiste de la 1re circonscription de l'Allier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant de discuter et de débattre ensemble, revenons sur les temps forts de la politique. Le 4 décembre dernier, le gouvernement de Michel Barnier est renversé par une motion de censure à l'Assemblée. C'est un véritable séisme. Le texte déposé par le nouveau Front populaire est voté par 331 députés, soit 43 de plus que la majorité absolue à 288 voix. Le Premier ministre est donc contraint à la démission. Situation politique donc inédite. Une seule motion de censure avait été votée auparavant, c'était en 1962. Cela avait contraint le chef du gouvernement de l'époque, Georges Pompidou, à la démission. Quelques jours plus tard, donc dans un discours télévisé, le président Emmanuel Macron a dit vouloir changer de méthode et propose un gouvernement d'intérêt général. Il s'en est suivi des consultations à l'Élysée où toutes les formations politiques étaient invitées, à l'exception du Rassemblement national. Les Insoumis, eux, n'ont pas souhaité s'y rendre. Et finalement, c'est donc François Bayrou qui est nommé Premier ministre. François Bayrou qui est donc le président de votre parti, Delphine Lingemann. Alors, est-ce qu'il va pouvoir rassembler au-delà de votre socle ? Il va être face à plusieurs enjeux. Le premier enjeu, effectivement, c'est de réconcilier la France, réconcilier les Français avec la classe politique. Il a le diagnostic de la fracture sociale, le diagnostic de la fracture des territoires qui est un bon diagnostic. C'est vrai qu'on parle souvent de déconnexion des députés qui légifèrent à Paris mais qui sont déconnectés du terrain. Il a aussi cette capacité de propulser des textes de justice sociale, parce que c'est quand même un marqueur fort du MoDem et du groupe démocrate à l'Assemblée nationale. Donc c'est un homme de compromis, c'est un homme de dialogue. Un homme de compromis, un homme de dialogue. On va voir s'il va réussir justement à réinstaurer ce dialogue. Yannick Monet, donc je le rappelle, vous êtes député communiste. François Bayrou, c'est un allié de toujours d'Emmanuel Macron. Comment percevez-vous cette nomination ? D'abord, beaucoup de déception, de déception et parce qu'on s'aperçoit que le président de la République veut maintenir la politique qu'il mène depuis 7 ans, alors que aux dernières élections législatives, il a été sanctionné pour cette politique. Et donc, on a un président de la République qui n'entend pas le pays, qui ne respecte pas les institutions, on le savait déjà, mais qui n'entend pas le pays. Et c'est ça qui est le plus inquiétant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin d'un changement de cap politique. Et donc, le président de la République fait le choix de mettre ses fidèles en poste. On verra le temps que ça va durer, on verra la capacité au compromis de M. Bayrou. Mais je pense que ce qui doit aujourd'hui nous préoccuper, c'est le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et on va y revenir un peu plus tard dans cette émission. Christine Pires-Beaune, quant à vous, au niveau du Parti socialiste, finalement, donc François Bayrou qui arrive à Matignon, comment c'est perçu? Est-ce que vous allez pouvoir travailler avec lui, tout simplement? Je vais commencer par lui adresser mes félicitations républicaines et faire part de la même déception que celle de mon collègue Yannick Monet, parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets. On a eu une nomination de Michel Barnier, qui était le Premier ministre du groupe le plus petit du bloc central, si on l'élargit jusqu'aux Républicains. Donc finalement, cette censure, c'est chronique d'une mort annoncée, ni plus ni moins. Donc on attendait à ce que les résultats des élections, le 7 juillet dernier, soient pris en compte par le président de la République. Alors c'est peut-être pour lui une manière de prendre en compte en nommant quelqu'un qui est au centre. Est-ce que vous participerez à un gouvernement ? Alors, il n'y aura pas de participation du Parti socialiste au gouvernement. Par contre, c'est la continuité. En nommant quelqu'un du bloc central, c'est quand même la continuité de ce que nous avons depuis 7 ans. Donc non, il n'a pas entendu les Français, il n'a pas entendu le résultat des urnes du 7 juillet. Et nous le regrettons profondément, sincèrement. Alors Delphine Lingemann, si Premier ministre en 7 ans, est-ce que ça ne fait pas un peu beaucoup ? C'est trop, mais c'est le symptôme aussi ou la résultante de l'instabilité politique en France.
instabilité politique qui depuis 2 ans est entretenue aussi par notamment LFI et le RN. Dont acte. Moi, j'aurais été capable également, je rejoins mes collègues, de travailler avec un Premier ministre issu de la gauche social-démocrate, et je pense que autant Christine que Yannick le savent, comme j'ai été capable de travailler avec Michel Barnier. Le tout, il y a un message des Français, ils veulent qu'on travaille ensemble, ils veulent qu'on apporte des solutions, ils veulent qu'on soit efficace et qu'on arrête les querelles partisanes. Dont acte, moi je tends la main à mes 2 collègues qui sont là pour qu'on travaille ensemble. Actuel, comme Christine Pires-Beaune vient de le faire. Qu'est-ce que vous répondez à ça? J'ai pas entendu, excusez-moi. Quand on vous parle de poursuite, de continuité du pouvoir qui était déjà en place, qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi, je pense qu'il va falloir effectivement faire une rupture par rapport à la méthode précédente. La méthode précédente, c'était on décide tout au sein d'une petite minorité, quand même, de parlementaires. Et il va falloir qu'on travaille avec les socialistes, avec les écologistes, avec le groupe GDR, pour pouvoir construire effectivement des vrais beaux projets de loi sans dépendre ni du RN ni de LFI pour les faire passer. D'accord. Alors, juste un petit mot, Yannick Monet, finalement, travailler ensemble, ça veut dire quoi? Sur quel projet? Non, mais à l'Assemblée nationale, contrairement à ce qui est dit dans la presse et dans les médias, on passe notre temps à travailler ensemble. C'est pas ça la question. La question, c'est qu'aujourd'hui, l'instabilité politique, elle est organisée par le président de la République. Il dissout l'Assemblée nationale, il ne tient pas compte du résultat des élections, il renomme un gouvernement qui n'est pas représentatif. C'est lui qui crée cette instabilité politique. Et la deuxième chose, c'est que ce n'est pas un problème de méthode, ce n'est pas qu'un problème, c'est un problème de choix politique. Est-ce que le président de la République est prêt à accepter que dans ce pays, il y a une autre politique que la sienne qui se mène? Aujourd'hui, je suis obligé de répondre non avec la nomination de M. Bayrou. C'est ça le fond du problème. Pas sûr? Moi, je suis pas sûre. Je pense que effectivement, nous, on a montré qu'on était quand même un groupe politique où on était libre quand même, et qu'on avait des convictions qui étaient parfois différentes de celles de la majorité présidentielle. Je vous rappelle l'amendement sur la taxation des superdividendes. On a quand même cet ADN de compromis, cet ADN de justice sociale qui est au sein quand même du groupe démocrate, et sur lequel, moi, je pense qu'il va falloir évidemment qu'on travaille main dans la main. Ensemble, main dans la main. Exactement. Et alors justement, Christine Pires-Beaune, si vous devez travailler ensemble, main dans la main, pour sortir de cette impasse, quels sont les dossiers sur lesquels finalement vous pouvez faire consensus? Alors, c'est un problème de méthode et c'est un problème de ligne. C'est les deux. C'est-à-dire qu'il va falloir à la fois changer de méthode et changer de cap politique. Et le cap, politique, on va le voir très vite, parce que dès le mois de janvier, il nous faudra travailler très très rapidement sur le projet de budget de l'État et le projet de budget de la sécurité sociale. Et là, très vite, on va voir si effectivement le Premier ministre est prêt à des compromis. Et des compromis avec la gauche, parce qu'il n'a que 2 options, Monsieur Bayrou. Soit il fait comme Michel Barnier, c'est-à-dire il décide de discuter avec le RN et exclusivement avec le Rassemblement national, et ce sera censure immédiate de notre part. Soit effectivement il décide de tendre la main à la gauche et de travailler avec nous, et nous trouverons, je l'espère, dans l'intérêt du pays, des compromis sur le budget de la sécurité sociale. Il décidera de vers qui il veut aller. Moi, je lui dis juste que le Parti socialiste n'émet pas de censure a priori, mais qu'on va être très exigeant. Très exigeant. Et notre ligne rouge, nos lignes rouges, ça va être effectivement de ne pas faire payer à la classe populaire et à la classe moyenne la dette du pays, et notamment la dette creusée par Emmanuel Macron, les plus de 1000 milliards sous son quinquennat. Et le deuxième point, ça va être de ne pas effectivement gouverner avec le Rassemblement national et de se mettre sous la coupe du Rassemblement national. Et si on en revient finalement aux dossiers qui peuvent permettre de faire avancer aussi les discussions au niveau de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sur quel point vous êtes capable d'avancer ensemble, Yannick Monet? Si vous me permettez, partons de la motion de censure. La motion de censure, ça a été une sanction du fait du budget de la sécurité sociale qui n'était pas à la hauteur. Elle est partie de là, la censure, parce qu'on a eu un texte qui a été imposé par le 49.3. Donc déjà, pour éviter les motions de censure, il faut mieux éviter les 49.3. C'est quand même plus pratique. La deuxième chose, c'est qu'on va voir. Lors du débat budgétaire sur la sécurité sociale, la gauche a apporté entre 13 et 20 milliards de recettes supplémentaires. Qu'est-ce qui va en rester pour M. Bayrou de ça? M. Barnier, il a tout jeté. Il a envoyé au Sénat le texte comme il arrive à l'Assemblée. Est-ce que M. Bayrou est prêt à accepter nos propositions de recettes supplémentaires
simplement pour répondre aux besoins de santé de nos concitoyens. Alors on rappelle Ça, que c'est une dans question. le projet de loi de finances de la sécurité sociale, on prévoyait notamment une baisse de 5% de la part de Sécu dans le remboursement. Si vous deviez nous expliquer quel était l'intérêt de ce projet de loi, Delphine Lingemann. L'intérêt, c'était de réduire la dette de la sécurité sociale. C'était le premier objectif. Après, il y a des choses quand même qui étaient positives dans ce budget. Tout n'était pas, il était très perfectible. Je crois que tous les trois, on est entièrement d'accord pour dire qu'il était extrêmement perfectible. Notamment, il y avait quand même des avancées. Moi, je pense notamment aux crédits supplémentaires pour les soins palliatifs quand même. Il y a des taxes qui sont passées, comme la taxe soda, nous, qu'on a portée au niveau du groupe démocrate. Par contre, effectivement, il va falloir écouter à la fois les socialistes, GDR, les écologistes, ouvrir à gauche. Et puis respecter le choix des urnes. Respecter le choix des urnes. Respecter le choix des urnes, mais tout en sachant que Laurent Wauquiez et son groupe, vous avez apporté leur soutien pour ce projet de loi. Donc comment vous faites pour contenter tout le monde ? C'est l'art des compromis, c'est ça le problème. Et le problème, c'est qu'à un moment ou à un autre, il faut que tout le monde soit responsable quand on se mettra autour de la table. Je pense qu'aujourd'hui, je pense que le plus important, c'est pas tant l'homme qui va compter, c'est le projet qu'il y aura derrière l'homme et savoir comment on va, autour d'une table, trouver des compromis, faire des réunions intergroupes avant les projets, l'examen des projets de loi, notamment le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il faut absolument qu'on ait des temps d'échange pour dire voilà où sont les lignes de fond de chacun, voilà où sont les possibilités de compromis et voilà où sont des convictions sur lesquelles on ne va pas revenir. Alors, vous parlez justement de projets derrière l'homme. Il va y avoir la loi spéciale qui va être à l'Assemblée nationale demain. Vous allez la voter ? Alors, on l'a déjà votée en commission hier, puisqu'hier, nous avions la commission des finances. Vendredi, nous avions la commission des finances et tous les groupes ont voté la loi spéciale, tous les groupes, sauf un amendement de la loi spéciale qui est en fait comment on fait pour indexer les tranches du barème de l'impôt sur les revenus pour qu'il n'y ait pas de hausse d'impôt à salaire égal. Donc est-ce que ce sera dans la loi spéciale? Est-ce que ce sera dans le projet de budget qu'on aura à voter? Il y a une histoire de constitutionnalité. De toute façon, les Français qui nous écoutent, les Françaises qui nous écoutent doivent savoir qu'il y aura une indexation comme d'habitude et qu'il n'y aura pas d'impôt supplémentaire sur le revenu à salaire égal. Donc il n'y aura pas 17 millions de Français qui verront leur impôt Alors augmenter. non, ça c'était très malvenu avant la censure, effectivement, de faire peur aux Français. Tous les gouvernements ont à chaque fois pris cette mesure de bon sens. Donc il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas prise. Tout le monde est d'accord. Christine Pires-Beaune, la censure, ça a eu un impact notamment sur les tickets restaurants où effectivement certains salariés se posent la question après le 1er janvier, comment je fais quand je fais mes courses, je ne pourrais prendre que des produits préparés ou pas. Les transports, il y a un remboursement de 70% en ce moment, il pourrait redescendre à 50%. Comment on fait ? Alors, il y a des crédits d'impôt, effectivement, qui n'ont pas été votés et qui doivent être dans un projet de loi de finances. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on aille vite. Par contre, pour les tickets restaurants, c'est un texte de loi qui a déjà été voté à l'Assemblée nationale en seconde lecture. Donc, il suffit que le Sénat l'inscrive et avant la fin de l'année, il pourrait même être voté avant la fin de l'année. Après avoir voté la motion de censure, la balle vers le Sénat. Non, juste sur les tickets restaurants, parce que c'est une proposition de loi. C'était pas dans le budget. Faut pas tout confondre. Par contre, dans le budget, il y a tous les crédits d'impôt, effectivement, et cela, il faut qu'ils passent par une loi de finances. Et j'espère qu'on la votera le plus rapidement possible. Alors, dans les dossiers aussi qui préoccupent les Français en ce moment, on a aussi le dossier de l'agriculture. Plusieurs permanences ont été saccagées, dont la vôtre, celle d'André Chassaigne et celle de Marianne Maximi. Comment, finalement, vous voyez cela ? Alors, j'emploierai pas le terme de saccager, en tout cas pour la mienne. Je ne sais pas mes collègues, mais voilà. Il y a eu effectivement... Elles ont été prises pour cible à minima. Elles ont été ciblées, exactement. Bon, même si je comprends la colère de certains agriculteurs,
J'ai aussi été appelée par des agriculteurs qui m'ont apporté leur soutien. Donc je mets pas, voilà, tous les agriculteurs n'adhèrent pas à ces méthodes. Néanmoins, ils ont raison d'être en colère. Surtout que pas plus tard que la semaine dernière, la présidente vient de toper la suite de l'accord du Mercosur. Donc ils ont raison. Alors vous évoquez le Mercosur, mais quand on écoute les agriculteurs, c'est pas ça dont ils parlent. Pour eux, la motion de censure, ça a eu des répercussions directes. Je vous écoute. Oui, non. La censure a eu des répercussions directes sur la revalorisation des petites retraites agricoles et a fragilisé la position de la France dans les négociations du Mercosur. Sur la taxe agricole, c'est pas vrai, puisque ce qui avait été négocié par M. Wauquiez, c'est une augmentation de 0,8. Avec la motion de censure, en fait, cette loi a été supprimée et c'est le code de la sécurité sociale qui s'applique et c'est indexé directement sur l'inflation. Donc en fait, la motion de censure indexait les retraites sur l'inflation. Mais c'est pas le problème. Il faut arrêter de dire que c'est la motion de censure qui est responsable. La motion de censure n'est qu'un symptôme d'une situation politique. Les agriculteurs vous disent que moi j'ai échangé avec les agriculteurs. Ils voient qu'ils n'ont pas les financements qu'ils attendaient. Non mais d'abord, les financements étaient prévus pour janvier et il est tout à fait possible d'un point de vue légistique que c'est ce qui avait été engagé par l'Assemblée nationale avant la censure soit mis en œuvre dès janvier. C'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème, c'est une question de choix et de volonté politique. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Est-ce que vous répondez à il n'y a pas de problème? La loi spéciale ne permet pas de débloquer des crédits qui étaient prévus dans le budget. La loi spéciale, par ordonnance dès janvier, la loi spéciale ne permet pas d'engager des nouveaux crédits qui étaient prévus dans le budget. Donc là, en tout cas, ne faisons pas croire aux gens que les agriculteurs sont en difficulté parce qu'il y a une motion de censure. Enfin, il ne faut pas les prendre pour des idiots. Ils le savent bien, d'ailleurs. Ils le savent bien. Par contre, on sera attentif à ce que très rapidement, toutes les mesures qui ont été votées par l'Assemblée nationale et qui vont dans le sens de ce que l'on partage, que ces mesures soient rapidement mises en œuvre. Elles peuvent l'être dès janvier. Dixit, le président de la Commission des Finances. Fait tant d'actions en ce moment. Mais la FNSEA et les syndicats agricoles défendent leur profession. Ils sont dans un rôle syndical. Et ben, ils les défendent. Moi, j'ai eu un échange avec la FNSEA, avec les jeunes agriculteurs, avec la Confédération paysanne, et je leur ai expliqué pourquoi moi j'ai voté la motion de censure, parce que je pense que c'était ça l'objet de la discussion. C'était le budget de la sécurité sociale qui n'était pas à la hauteur. Donc voilà, mais ils sont dans leur rôle syndical de manifestants. Juste quand même, que ce soit dans le projet de budget de la Sécu ou dans le projet de budget de l'État, il n'y a rien qui règle la question cruciale du juste prix payé aux agriculteurs. Parce que leur première revendication, c'est quand même ça. Donc, tout à fait. Il faudra quand même qu'on se penche très vite sur une loi agricole qui règle deux choses: la juste rémunération des agriculteurs, et ils ont raison, et comment on fait pour installer de jeunes agriculteurs, parce qu'on a une pyramide des âges qui fait que beaucoup vont partir en retraite et que des exploitations ne seront pas reprises. Et ça, je suis désolée, mais aussi bien dans le projet de budget que dans le de Sécu que de l'État, il n'y avait rien. Donc il faut vraiment qu'on reprenne la loi agricole, parce que les deux lois Egalim, je suis désolée, on l'avait dit, mais elles n'ont pas produit l'effet qu'on en attendait. Que répondez-vous à cela, Delphine? Alors, moi, je partage complètement les propos de Christine concernant l'application de la loi Egalim 2 et la nécessité, effectivement, de programmer, enfin, de mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale une grande loi d'orientation et de programmation agricole, parce que la loi d'orientation agricole, on l'a vu et on l'a adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale en juin dernier, ou en mai dernier plutôt. Elle va arriver au Sénat en janvier de cette année. Elle vise à faciliter justement l'installation des jeunes agriculteurs, à simplifier les démarches, à faciliter les transmissions d'exploitation également. Mais ça suffit pas. Et effectivement, moi je regrette la suppression de la DATAR et de ces organismes qui permettaient de faire de la prospective. Il n'y a pas eu de prospective en agriculture, comme il n'y a pas eu de prospective et de grande loi d'orientation et de programmation dans le domaine de la santé, du grand âge, etc. Et on arrive aujourd'hui dans des situations qui sont extrêmement problématiques. Alors on va s'intéresser maintenant aux lignes rouges de chacun de vos bords politiques, de chacun de vos partis. Christine Pires-Beaune, si on s'intéresse à la réforme des retraites, on a l'impression que ça a un peu évolué du côté du Parti socialiste. Si on écoute les dernières prises d'opposition d'Olivier Faure, est-ce qu'on va vers un gel, vers une abrogation de la retraite? Quel est votre positionnement? Alors, vous l'appelez comme vous voulez. La position du Parti socialiste, c'est de revenir à la retraite à 62 ans.
et pas à 64. Si ça doit passer par une interruption de l'application de la loi tout de suite pour nous donner le temps et de mettre en place quand même la conférence de financement qui aurait dû être mise en place, parce que nous, on ne dit pas qu'il n'y a pas un problème sur le financement des retraites, on dit juste que les solutions qui ont été choisies ne sont pas les bonnes. Donc, reprenons langue avec les organisations patronales, salariales, avec ceux qui auraient dû être autour de la table et trouvons une solution pour le financement de nos retraites. En attendant, effectivement, pas d'application de la réforme. Moi, j'ai fait campagne aux législatives sur l'abandon de la retraite à 64 ans. Je vais vous donner un exemple personnel, ce que je ne fais pas souvent. Mais moi, j'ai un frère qui a commencé à travailler à 16 ans. À 16 ans. J'estime qu'avec 43 annuités, ça fait 59 et qu'à 59 ans, il aurait bien le droit à la retraite. Ce qu'il n'a pas aujourd'hui. C'est un exemple concret. Pour vous, Yannick Monet, au niveau du Parti communiste, on a cru comprendre que c'était plus le cas du côté de Fabien Roussel, que vous pouviez avancer vers peut-être les centristes. Non, mais vous avez une façon très manichéenne de prendre les situations politiques. Nous, ça a toujours été un sujet important, la question des retraites. Ces derniers jours, vous entendez. Il a porté de la nuance, il s'adapte à la situation politique. Aujourd'hui, oui, donc vous vous adaptez, donc ça veut dire que pour travailler avec le modèle notamment... Nous, on n'a pas tout à fait la même position que le Parti Socialiste, puisqu'on est pour la retraite à 60 ans. Bon, donc c'est ce que l'on porte. Ensuite, tout ce que l'on pourra faire pour avancer dans le sens d'une abrogation de la réforme, on le fera en fonction de la situation politique. Ça serait beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide avec un Premier ministre de gauche. Là, c'est pas le cas. Mais il n'y a pas que les lignes rouges. Enfin, demain, on nous annonce des plans sociaux, ça va être 200 à 300 000 emplois qui vont être supprimés. On a vu Michelin, on a vu Auchan. Qu'est-ce qu'on fait ? On a des propositions de loi qui existent. Moi, j'en ai déposé une pas plus tard que cette semaine sur la limitation des licenciements économiques et l'interdiction des licenciements dits boursiers. Mais il y a peut-être d'autres outils à réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait face à la suppression d'emplois ? Qu'est-ce qu'on fait sur la question du pouvoir d'achat ? Qu'est-ce qu'on fait face au niveau de vie des retraités ? Qu'est-ce qu'on fait sur la santé et la dépendance ? Sur le grand âge, M. Macron, depuis 2017, promettait une loi de programmation grand âge. Est-ce que M. Bayrou est prêt à remettre le chantier sur la table ? On posera la question plus tard à M. Bayrou. On va s'intéresser, Delphine Lingemann, à votre positionnement par rapport au 49.3, puisque François Bayrou est à la tête maintenant de l'exécutif. Quelle est la position du MoDem ? Alors, la position du MoDem, moi, elle a toujours été je n'ai jamais aimé cet outil. C'est un outil qui est un article de la Constitution, article 49 alinéa 3. La réforme des retraites, je regrette qu'elle soit passée avec un 49.3. Je l'ai dit le jour même, très clairement. J'aurais préféré qu'elle ne soit pas votée, qu'elle ne soit pas adoptée, qu'on revoie notre copie. Elle était perfectible. Je l'ai toujours dit, notamment sur les carrières des femmes, la pénibilité, les carrières hachées. Il y avait des axes de progrès dans cette réforme-là, mais on n'a pas pu vraiment en discuter non plus. 49.3 pour moi, alors j'aime pas ce terme ligne rouge, nous on est plus sur des lignes de fond au MoDem, au niveau du groupe démocrate, mais le 49.3, moi j'espère et je ne serai pas utilisé. J'espère et franchement, il vaut mieux qu'un texte ne passe pas plutôt qu'utiliser un 49.3. Alors on va s'intéresser également à la censure. Mathilde Panot, la présidente du groupe Les Insoumis à l'Assemblée nationale, est claire. Elle votera la censure. Écoutez un peu plus tôt dans la semaine sa prise de position. La motion de censure que nous déposerons au titre de l'article 49.2 de la Constitution, la motion de censure servira justement pour savoir qui soutient ce gouvernement et qui s'oppose à ce gouvernement. Et tous ceux qui ne voteront pas la motion de censure seront de fait des soutiens de ce gouvernement. De Panot dit ce qu'elle veut. Je dis juste que nous, on a dit qu'on ne censurerait pas a priori ce nouveau gouvernement et on posera nos conditions. Est-ce que c'est pas un peu, il y a une scission au sein du nouveau Front populaire? Non, il y a surtout... Est-ce qu'on n'est pas sur finalement une réussite en tout cas pour Emmanuel Macron? Vous parlez du nouveau Front populaire comme si c'était un parti politique. C'est pas un parti politique. Il y a eu un accord électoral sur une élection. Après, on a chacun nos organisations politiques, on a chacun nos groupes politiques et on dit ce qu'on veut. Moi, pour ma part, je ne censure pas a priori.
ça c'est sûr, mais moi je suis dans un groupe où il y a une diversité d'expression, on a des députés ultramarins qui n'ont pas la même histoire que nous, et donc on a une liberté de vote. Donc c'est pour ça que je parle en mon nom. Moi je ne censure pas a priori, mais la censure c'est un outil qui nous permet de contester un texte qui nous a imposé. Eh bien, merci à tous les trois d'avoir fait vivre le débat politique aujourd'hui dans notre émission et au sein de notre région. Dimanche en politique revient bien évidemment la semaine prochaine. Belle fin de journée sur France 3.